C'est l'heure du 1 plus 2, deux intervieweurs, un invité. On accueille à présent Nathalie Goulet, sénatrice UDI de l'Orne. Bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste des questions de radicalisation. Vous avez présidé en 2015 la commission d'enquête au Sénat sur l'organisation et les moyens de la lutte contre les réseaux djihadistes. Oui. Comment expliquer, on a vu ce sujet, comment expliquer que 5 ans après, nous revivons les mêmes marches républicaines, la même émotion, la même colère? Est-ce que ça veut dire qu'on a collectivement raté quelque chose dans notre lutte contre l'islamisme? On a collectivement raté quelque chose depuis 20 ou 30 ans. Il suffit d'écouter Farhad Koskakovar, il suffit d'écouter les gens qui sont sur le terrain. Ça fait bien longtemps qu'on a raté quelque chose. Non, depuis 2015, ce qui s'est passé, c'est que nos services ont fait énormément de progrès. On y a mis beaucoup de moyens. On a réajusté le renseignement, on a réarmé nos forces, on a coordonné la lutte antiterroriste. On ne peut pas dire que rien n'a été fait. Entre Charlie et le Bataclan, on a dépensé plus d'1 milliard d'euros pour équiper nos forces. Bon, et je suis dans l'opposition. J'étais dans l'opposition en 2015 et je reste dans l'opposition aujourd'hui. Donc, si vous voulez, il faut quand même dire que les choses ont quand même progressé. Malheureusement, le terrorisme a changé de forme. Et quand on voit aujourd'hui la mort d'un professeur tué en pleine rue, on se demande pourquoi est-ce qu'on n'a pas su le protéger? Pourquoi on n'a pas su protéger cet homme? On sait qu'il y avait eu des alertes après les discussions et les caricatures de Mahomet qui avaient été montrées en classe. À quel moment on a fauté à ce niveau-là? Alors, écoutez, je crois que ce cas est une tragédie parce qu'on n'est pas à Kaboul, on n'est pas au Mali, on n'est pas pisté par Boko Haram et un de nos professeurs se fait décapiter en pleine rue à Conflans-Sainte-Honorine. Je veux dire, on s'est quand même tous réveillés avec la gueule de bois. Il faut quand même dire les choses comme elles sont. On peut pas mettre un policier, un gendarme derrière chaque délinquant, derrière chaque personne radicalisée. Ce serait absolument pas possible. Il y a probablement eu des problèmes. Moi, je crois que la première difficulté, c'est que l'école de la République a cédé sur beaucoup de points à des communautarismes. Moi, j'ai entendu les professeurs dire que pour ne pas choquer leurs élèves, ils demandaient aux élèves musulmans de sortir de la classe au moment d'un certain nombre de cours. Je crois que c'est le contraire de l'école de la République. Je crois que l'école de la République, c'est celle qui fait sens, c'est celle qui fait communauté. Je pense qu'il faut garder les enfants dans la classe. J'imagine que c'est difficile et je trouve ça très élégant et très pédagogique de faire sortir des enfants pour pas qu'ils soient heurtés. Mais leur éducation passe par l'explication de ce qui les heurte, de respecter le fait qu'ils soient heurtés, mais aussi de leur expliquer la réalité de la liberté. Donc, si vous voulez, le fait qu'on démissionne pour des classes de SVT, pour des classes de sport, etc., chaque fois qu'il y a une petite démission, ça ouvre la brèche sur des phénomènes qui sont contraires à l'unicité de la République. Dans cette affaire, on a également pointé, outre l'école, la responsabilité des réseaux sociaux qui ont mené à la haine, puis à la mort réelle d'un professeur. Oui. Concrètement, après la loi Avia vidée de son contenu, qu'est-ce qu'il existe en France comme dispositif pour lutter contre ces appels à la haine? Si la loi Avia avait été... Alors, c'est ce qu'il en reste. Enfin, disons que si le texte avait été mieux rédigé, on n'en serait pas là. Par ailleurs, les plateformes ont quand même pris des responsabilités. Et si vous voulez repasser la patate chaude à la responsabilité des réseaux sociaux quand tous les autres clignotants n'ont pas été pris au sérieux, je trouve ça un peu difficile. Moi, ce que je voudrais dire sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y a la plateforme Pharos. Peut-être qu'il va falloir l'améliorer, peut-être qu'il faut plus de suivi. Si vous voulez, c'est la collecte du renseignement. Il ne s'agit pas de collecter plein de renseignements, il faut le traiter. Donc il faut remettre de l'humain au cœur des dispositifs. Sur la responsabilité des plateformes, vous savez qu'elles ont toutes beaucoup travaillé, notamment Facebook et tous les autres médias pour retirer les contenus haineux. Ce qui se passait avec le texte de Mme Avia, c'est que c'était aux plateformes de décider elles-mêmes si un contenu était haineux ou pas. Ça veut dire qu'il n'y avait pas d'intervention du juge, il y avait un arbitraire et des conditions de retrait qui n'étaient pas claires. C'est la raison pour laquelle le texte a capoté légitimement. Bon, si on propose quelque chose de mieux, on y reviendra. Mais aujourd'hui, est-ce que vous êtes d'accord que les réseaux sociaux sont une des places sur lesquelles il faut travailler parce qu'ils peuvent permettre effectivement la diffusion d'un radicalisme et peut-être aussi, en l'occurrence dans l'affaire du meurtre de Samuel Paty, mise en collection de personnes qui ensuite passent à l'acte. Mais ça, c'est... Le réseau... Enfin, je ne défends pas les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux sont l'outil, le vecteur. Bon. La question... c'est premièrement de les surveiller, évidemment, dans la mesure où on peut les surveiller conformément au droit, parce qu'il y a quand même un droit. La deuxième chose, c'est tous les clignotants qui doivent être pris en considération, mais c'est aussi l'éducation aux médias des jeunes. Et donc, évidemment, mais en 2015, au moment de Charlie, aussi, on avait eu ce problème des réseaux sociaux. Et toutes les plateformes ont fait des efforts. Donc, ce n'est pas un problème nouveau.
Et puis, quand vous avez fermé la mosquée de Pantin parce qu'elle avait diffusé des messages, vous n'empêcherez pas les gens de chez eux d'en diffuser d'autres ou de les diffuser de l'étranger. Moi, je suis intervenue plusieurs fois pour qu'on interdise une plateforme dirigée par les frères musulmans depuis l'Irlande, qui s'appelle Eurofatwa. Ben, on n'y est pas arrivé. Google refuse de l'enlever de ses applications. Et pourtant, c'est une application qui sème la haine et la discorde. Bon, donc, si vous voulez, on a ce problème-là. Moi, je crois qu'il faut de l'éducation aux médias. Et pour tout vous dire, j'ai entendu le président des régions de France, qui sûrement, par un esprit de lumière, a décidé, lors de la réunion des régions de France la semaine dernière, de distribuer dans tous les lycées dont les régions sont responsables des livres de caricatures à distribuer aux enfants. Moi, j'émets beaucoup de doutes sur la procédure. Non pas qu'il ne faille pas les distribuer, mais il faudrait quand même peut-être discuter avec les enseignants, préparer les élèves, et sûrement pas distribuer des livres comme ça qui peuvent porter, évidemment, des sources de conflits. Mais justement, sur la formation des enseignants, dans le 1, Yanis Roder parle de lancer des formations massives sur les sujets fondamentaux que sont la République, la laïcité, parce que les enseignants en ont un besoin vital. Aujourd'hui, d'après lui, seuls 6% d'entre eux y sont formés. Là aussi, il faut travailler sur ce point. Vous évoquiez tout à l'heure la manière de faire classe et demander parfois à certains élèves qui pourraient être heurtés de sortir. Pour pallier à ça, il faut former les enseignants de manière différente à ces questions de laïcité. Oui, il n'y a qu'à aujourd'hui, c'est quand même délicat pour un élu bon. Mais on a fait beaucoup de constats. Depuis un peu avant Charlie, donc depuis 2014, on a à peu près 12 commissions d'enquête, 40 pages de préconisations. Donc, si vous voulez, la dernière vient de juillet, a été rendue en juillet au Sénat sur l'islamisation. Il y en a une sur l'islamisation des services publics. Donc, si vous voulez, on a beaucoup travaillé sur le sujet. Ce qui est certain, c'est qu'il faut aujourd'hui aider les enseignants à avoir une meilleure maîtrise de ces sujets. Mais c'est aussi que les élèves ne sont pas des élèves d'il y a 30 ans. Il faut voir aussi la violence dans un certain nombre d'établissements. Il faut aussi de la mixité scolaire. Et puis, il faut entourer les enfants. Il faut remettre de l'humain et de l'enseignement. Et c'est vraiment un sujet fondamental. Pour conclure, est-ce que le projet de loi sur le séparatisme est aujourd'hui une réponse adaptée à la menace actuelle ? On a, depuis toutes ces années, comme je viens de vous le dire, déposé beaucoup de textes, beaucoup de propositions, beaucoup de suggestions. J'espère qu'elles seront reprises parce qu'il y a des choses extrêmement importantes, notamment sur le statut des associations, sur la formation des ministres du culte, de tous les ministres du culte. Et donc j'espère que ce ne sera pas un texte sur le séparatisme, mais d'abord sur les séparatismes. Et puis je voudrais rappeler de façon très ferme qu'un des principes de notre République, c'est l'égalité devant la loi. C'est-à-dire ce qu'on va prendre et qui concernera l'islam, concernera aussi les chrétiens, les juifs, les bouddhistes et toutes les autres religions qui sont sur le territoire national. L'égalité devant la loi, c'est une valeur de la République. Et c'est sur ces mots que l'on termine cette interview. Merci beaucoup Nathalie Goulet d'avoir accepté de répondre à nos questions. Julien, on va conclure avec l'édito du 1. Oui, le réel, c'est quand on